Canal 22, Gayatri Yantra depuis les profondeurs de la Souf, 2096. Mais soufiant Calreco au bout du tunnel d'onde, je ne suis pas une IA, je ne suis pas né d'un utérus artificiel ni d'un clone porteur, je suis né à l'ancienne et je te transmets le souffle. Ce que tu t'apprêtes à découvrir sur cette chaîne, c'est une collection d'archives. Des voix du 21e siècle, des années 2020 plus précisément, des gens qui avaient compris quelque chose ou qui cherchaient encore. Des philosophes, des militants, des scientifiques, des résistants. Des voix qui s'élevaient encore à l'heure où les pouvoirs autoritaires technocratiques dessinaient l'avenir. Ils parlaient d'IA, de conscience, de démocratie, de ce que l'humanité allait devenir. Certains avaient raison, d'autres se trompaient. En 2096, on sait. Chaque semaine jusqu'à l'automne, Deepcast diffuse une sélection de ses archives. Les voix qui comptent, remises en lumière. Et à partir de septembre, de nouvelles transmissions, des voix inédites, des questions nouvelles, toujours depuis la Souf. Les soufiants écoutent. Et toi ? Stéphane Schillinger est auteur, c'est un vrai écrivain. Alors je dis un vrai écrivain parce que ses livres sont, en plus de leur pertinence sur les sujets qui nous intéressent, très bien écrits. Il est un des représentants avec Olivier Chambon du post-matérialisme tel qu'il est promu par chez nous. Ils se connaissent bien, d'ailleurs je vous conseille cette parution récente, Psychédélique entre science et conscience, qui est un dialogue entre ces deux personnalités. Alors sans plus attendre, on passe à l'info en direct, l'information en direct, celle dont je parlais dans cette introduction. Et on commence par le commencement, je vais laisser Stéphane nous dire de quel endroit il parle. Waouh, c'est bon, on est parti pour 1 heure rien qu'avec cette question. D'où je parle, j'ai envie de dire, le premier truc qui vient d'une forme d'être, de ce qui est devenu une dimension différente de perception de l'existence, qu'on va essayer de définir en disant c'est l'être, c'est-à-dire un endroit ou une manière de percevoir la réalité qui n'est plus enfermée dans l'identification au mental, ou qui essaye en tout cas. Et qui essaye. Et donc ça c'est pour l'aspect un peu nébuleux pour certaines personnes qui entendront ça, d'où je parle, mais d'une manière pratique, d'une manière plus prosaïque. Moi, j'ai une ancienne carrière de banquier où j'étais gestionnaire de fortune en Suisse. Cette carrière a duré 12 ans. Et suite à certaines expériences, je me rendais au fur et à mesure compte que j'étais probablement en train de décliner au niveau de ma santé, puisque souvent nos carrières et notre attachement à ces carrières sont le symptôme de failles narcissiques qu'on a envie de combler. Et quand je dis failles narcissiques, c'est pas seulement ça, mais c'est un désir de vraiment compenser quelque chose, de devenir quelqu'un, ou de contredire certains événements d'enfance, ou de surcompenser. Et je me suis rendu compte que bosser 80 heures par semaine et de gagner énormément d'argent, c'était peut-être pas ce à quoi j'aspirais au plus profond. Une part de moi blessée qui s'est construite dans l'enfance et dans l'adolescence était peut-être en train de vouloir construire ça pour compenser ce qu'on pourrait appeler une faille narcissique. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, surtout dans ces milieux qui sont la finance, les médias ou ce genre de choses. Et je ne dis pas que j'ai dépassé ça, je dis juste qu'il y a un pas qui a été fait de ce côté. Et donc, suite à une expérience, ou plusieurs expériences, je me suis réveillé un matin, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je vais prendre une année sabbatique, ou 2. Et en fait, je n'ai jamais arrêté de faire cette année sabbatique, puisque au moment où j'ai quitté cette carrière dans la finance, j'ai commencé à écrire. Et donc aujourd'hui, je suis écrivain.
Et c'est peut-être de cet endroit-là que je parle, d'un endroit qui est plus artistique peut-être, très personnel. Voilà. J'ai pas de formation scientifique. Je n'ai aucune autorité en quelconque manière dans ce qu'on entend en termes d'autorité ou de légitimité. J'essaye juste d'être moi et de me laisser traverser par ce que j'appelle l'intelligence du vivant, et en essayant d'interposer le moins de filtres déformants possible. Et c'est pour ça qu'au cours de cet entretien, je vais peut-être souvent parler de mes propres biais cognitifs ou de mes propres déformations personnelles. Parfois, les failles narcissiques vont de pair avec une grande sensibilité. Elles peuvent avoir, je pense, des conséquences vertueuses, si l'on en prend conscience et qu'avec recul et humilité, on poursuit sur le chemin de l'expression de soi et de la transmission. Ces failles narcissiques, je les connais. Elles m'ont conduit, moi, très jeune, à vouloir devenir une rockstar. Alors jusqu'ici, c'est raté. Certainement pour mon plus grand bien. Finalement, il me semble que le besoin de combler le vide, le besoin de reconnaissance, n'empêche pas une ouverture personnelle au sensible, à l'invisible, mais le mieux, c'est que très vite quand même, à un moment, on reconnaisse cette réalité-là, cette réalité psychique, psychologique, et qu'on fasse le pas pour changer ce qui peut l'être. Alors, pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'ai eu une ouverture à l'invisible très tôt, mais par contre, j'ai eu une très forte intuition qu'il y avait un invisible sans toujours pouvoir le contacter. Certaines personnes vont dire, moi je suis en contact avec l'invisible depuis toujours. Moi, c'est pas le cas. Par contre, j'ai été vraiment, lors de mon enfance et de mon adolescence, obsédé par le sentiment qu'il y avait quelque chose de caché. Un peu comme dans la caverne de Platon, je savais que j'étais dans la caverne, je savais qu'il existait autre chose, mais sans jamais avoir osé ou avoir pu trouver les moyens de sortir de la caverne. Donc j'ai toujours grandi avec cette quasi-certitude cellulaire qu'il y avait autre chose. Et donc, dans mon adolescence et mon adolescence, et voire même mon stade de jeune adulte, j'ai beaucoup cherché à travers les religions, l'ésotérisme notamment, jusqu'à trouver ce que moi j'appelle aujourd'hui l'expérience directe, c'est-à-dire est-ce qu'on peut commencer à fermer les livres, à arrêter de passer des nuits à chercher sur Internet à travers des théories conspirationnistes ou complotistes et partir dans quelque chose qui est vraiment réel, c'est-à-dire je fais l'expérience directe du mystère, du divin, de l'au-delà, des autres dimensions, de l'invisible, appelons ça comme on veut. En tout cas, il existe autre chose que ce monde-là, et ce que j'aime bien faire, et que je rappelle finalement, je me rends compte à chaque entretien, c'est que ça fait déjà 5000 ans qu'on nous le dit. On est dans une société et une culture qui, depuis 200-300 ans, élude la dimension invisible pour rester dans des perspectives, dans des considérations qui sont purement matérielles, productivistes, liées à la croissance, au profit, qui sont fondamentalement, finalement, capitalistes, matérialistes, et on élude tout un pan de ce qu'on est, de là, on élude en fait, de là où on vient, on élude, la dimension de là où on vient et là où on va. Et ce qui fait qu'on est dans une précipitation dans la matière qui, je pense, a comme symptôme principal la distanciation de la nature, et on est dans un vortex descendant vers quelque chose de très matérialiste et qui donne la situation civilisationnelle dans laquelle, l'impasse, l'écueil civilisationnel dans lequel on se trouve. Et je crois qu'il faut un sursaut à cela, et qui peut prendre plein de formes, mais en tout cas qui me semble être en marche. Voilà. Dans les propos de Stéphane, on est au cœur, ici, du message qu'on essaye de transmettre humblement dans ce podcast. La nécessité du sursaut post-matérialiste. Nous sommes de plus en plus nombreux à lire, à suivre, à écouter des chercheurs comme Stéphane, Olivier Chambon, Philippe Guimand,
qui ouvrent chacun dans leur style des brèches vers une vision plus globale de l'existence, qui englobe la multitude et l'invisible, l'incommensurable, le sacré, mais aussi la matière, la raison et le rationnel. C'est ce que j'essaye de faire aussi avec Calreco. Revenir dans certains entretiens au concret social, politique, qui semble tellement loin des préoccupations spirituelles de la plupart des gens. Pourtant, ces préoccupations spirituelles sont essentielles et elles constituent l'être humain. C'est bien le problème, c'est difficile parfois quand on a affaire à des politiques ou à des gens qui sont vraiment très ancrés dans le matériel, d'avoir une discussion profonde, en tout cas qui touche à l'intimité spirituelle des gens. Ça me fait penser à une couverture de l'Express, le magazine, que j'ai vu en passant devant un kiosque, ou peut-être que c'était chez ma mère, je sais plus. Donc oui, cette couverture titrait « Ésotérisme, un essor inquiétant ». Oui, alors ce qui moi m'inquiète beaucoup, c'est que ésotérisme est devenu une insulte. On oublie l'étymologie même du mot. En fait, l'ésotérisme, c'est toutes ces disciplines qui s'inscrivaient en marge des grandes religions dogmatiques. Par exemple, pour les chrétiens, c'était les gnostiques, pour l'islam, c'était les soufis, dans le bouddhisme, pour une certaine partie, c'est le dzogchen, et en fait, ou le tantra, et en fait, ce sont ces courants de développement de l'être et de la conscience qui vont finalement aller à contresens du grand courant dogmatique dans lequel la civilisation s'inscrit. Et on pourrait dire, je ne suis pas persuadé de ce qui va sortir de ma bouche, mais on pourrait dire que finalement, le New Age est l'ésotérisme du capitalisme ou du matérialisme du matérialisme dans lequel nous baignons. Et dans New Age, alors là c'est pareil, on pourrait tenir rien qu'une heure sur ce mot-là, il y a toutes les dérives complotistes, il y a le grand n'importe quoi, et il y a aussi le New Age comme symptôme de la disparition de la dimension spirituelle. Et ce symptôme de la disparition de la dimension spirituelle dans notre civilisation, c'est l'émergence d'un désir de la population de se reconnecter avec l'invisible. Mais comme on a privé la population de l'accès direct à ce savoir, finalement, la population, elle fait quoi ? Elle grappille là où elle peut et elle est en train de reconstruire quelque chose qui pourra ressembler à une religion, au sens sacré du terme religare, se relier, pas aux religions au sens institutionnel et dogmatique. Mais la dérive du New Age pourrait être qu'un jour, cela devienne une religion dogmatique à nouveau très coercitive, comme ça a été le cas avec les anciennes religions. Et ce que tu dis par rapport à cet article qui va pointer du doigt l'ésotérisme comme finalement une insulte ou une dérive sectaire, qui sont des choses radicalement différentes, mais on est dans un réductionnisme volontaire, puisqu'il faut maintenir les gens dans un état d'ignorance, c'est super important, parce que sinon il y a un potentiel trouble à l'ordre public, si les gens commencent à être informés. Et on est dans un pays qui a une spécialité mondiale. C'est la notion de dérive sectaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'État français a été pointé du doigt au moment où la Miviludes a été créée par la Ligue des droits de l'homme sur son traitement extrêmement sévère et réducteur de la dimension spirituelle et de la dimension sectaire. Et je me demande si c'est pas la loi Abou-Picard qui avait justement été pointée du doigt par la Ligue des droits de l'homme et de peur que les pays totalitaires puissent s'inspirer des techniques de la France de la répression des dérives sectaires. Et en fait, la dérive sectaire, il faut la combattre. C'est très très clair, mais il faut surtout la définir. Il ne faut pas oublier que quand on parle de dérive sectaire, il faut vraiment définir ce que c'est qu'une dérive sectaire. C'est avant tout un dévoiement de la liberté de penser. Donc quand on parle de spiritualité, de yoga, de réflexothérapie, de fasciathérapie, de toutes ces choses qui ont été par moments qualifiées de dérives sectaires, mais il faut remettre l'église au milieu du village et se dire, mais non, il n'y a pas de dévoiement de la liberté de penser. On est juste dans des courants à tendance spirituelle qui ont pour effet potentiel de détourner l'humain de son obligation de productivité, de croissance et d'insertion finalement dans un moule et un modèle capitaliste et matérialiste, qui est la religion
dogmatique et inquisitrice de notre époque. À l'époque, on brûlait les sorcières, qui avant de s'appeler sorcières étaient chamanes et herboristes. Aujourd'hui, on va brûler les gens qui vont brûler métaphoriquement, bien sûr, hein, puisque c'est une crémation médiatique, qui vont s'écarter du droit chemin de la pensée dogmatique, du matérialisme, dans lequel l'ésotérisme, la spiritualité sont qualifiés de dérives sectaires. Ces mots, ésotérisme sacré, conscience, post-matérialisme, métaphysique, transcendance, etc., pointent vers des notions et des concepts qui, bien que de tout temps tenus en respect par les pouvoirs, sont abordés, étudiés, questionnés depuis la nuit des temps. Et ça, le dogmatisme matérialiste ne peut l'empêcher. Je pense même que le rationalisme, pilier culturel et constitutionnel de nos organisations sociales, parce qu'il n'apporte aucune réponse au pourquoi de l'existence, renforce notre besoin de sens. La proposition idéaliste, qui s'oppose au matérialisme dans la philosophie, tente sous bien des aspects, avec bien des auteurs, de proposer des ébauches de réponses, mais la philo, comme la science, comme les maths, comme la sociologie, part avec un handicap. Elle évolue dans la 3D et ne peut utiliser que les idées et les mots qui ne peuvent être au mieux que des panneaux indicateurs vers ce qui ne peut se vivre qu'à travers l'expérience directe, comme le dit Stéphane Schillinger. Mais pour revenir aux mots, ceux-ci, ésotérisme, sacré, conscience, n'ont pas toujours été des gros mots, enfin, selon qui les prononçait. Bien au contraire, ça a souvent été longtemps été considéré comme le primat, en fait, de toute pensée. Je ne sais pas si c'est la caverne de Platon, si c'est Platon lui-même qui parle de cela dans son allégorie de la caverne, mais celui qui sort de la caverne et qui voit la réalité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire dans mon interprétation déformée, c'est-à-dire l'absence de réalité objective, la lumière derrière la matière finalement, ou la conscience derrière la matière, s'il redescend dans la caverne pour expliquer ce qui se passe en dehors, il risque d'être tué. Puisqu'en fait, il vient troubler un ordre bien établi, qui peut manifester une résistance à ce qu'on va appeler l'éveil. Mais c'est pareil, derrière le mot éveil, il y a tout un tas de nuances, puisqu'à travers les traditions, il va prendre différents mots, et certaines traditions ont plusieurs éveils. Mais là, la découverte de la dimension spirituelle derrière ce monde-là, le fait que, à travers des expériences directes, qu'elles soient avec ou sans psychédéliques, on peut découvrir qu'il existe une autre réalité, beaucoup plus réelle que celle-ci, eh bien, ça peut être très dangereux pour l'ordre social et pour la société dans laquelle on vit, qui s'appuie sur des obligations matérielles. L'expérience directe, il s'agit d'être, au-delà des mots, des idées, des concepts, du blabla. Quand les zététiciens théorisent à longueur de tweets sur les méfaits ou la pseudo-validité de la psychanalyse, de l'acupuncture, du chamanisme, de l'hypnose, de l'homéopathie, de l'ostéopathie, de la chiropraxie, de la médiumnité, des EMI, des sorties de corps, de l'existence des chakras, du magnétisme, de la magie noire ou blanche, de la médecine énergétique, bref, vous m'avez compris, jamais ces zététiciens ne s'appuient sur une expérimentation directe et personnelle. Pourtant c'est la base, non ? Comment peut-on expérimenter l'incommensurable ? Par où ça passe ? C'est une question que j'ai posée évidemment à Stéphane Schillinger. Alors oui, ce que j'appelle l'expérience directe, c'est finalement, ce serait rien qui ne passe par la parole et par l'intellect, mais plus qui passe par le corps. C'est des expériences, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais primales. Le sport, la danse, le sexe, la méditation, la respiration. Quand on regarde toutes les traditions, alors je parle très souvent des traditions, mais ça n'inclut pas seulement le chamanisme, ça inclut toutes les traditions ésotériques et toutes les traditions
finalement proto-religieuses avant que la religion devienne un dogme et une institution, eh bien, elles sont innombrables. Il faut juste resituer le fait qu'on est sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années de traditions spirituelles face à, 2, 3, 4 siècles de réductionnisme scientiste, qui est très différent de scientifique, mais toutes les traditions nous parlent de la même chose, c'est-à-dire qu'il existe des états modifiés de conscience qui nous permettent de transcender nos filtres de perception habituels. Et ces états modifiés de conscience, ils peuvent s'atteindre à travers la respiration, le tambour, la danse, le chant, la méditation, les exercices corporels, et aussi ce que j'aime bien appeler les outils de la nature, qu'on appelle aussi psychédéliques ou antéogènes. Je définis ici juste antéogène, c'est un théos comme dans théologie qui dit Dieu ou divin, gène qui génère et en soi, c'est-à-dire des substances ou des plantes ou des champignons qui vont donner le sentiment du divin en soi et qui sont à la source de la plupart des traditions spirituelles et des religions avant que celles-ci deviennent institutions et dogmatiques et qui ont visé à supprimer l'accès direct à ce que beaucoup de traditions appellent des médecines. C'est-à-dire qu'avant que ce soit considéré comme des drogues, ce qui est d'ailleurs une vraie erreur, on pourra développer cette notion par la suite, pourquoi c'est une erreur de les considérer comme des drogues, ou comme des stupéfiants pour être plus précis, eh bien avant tout c'était des médecines. Allons-y, plongeons au cœur du sujet, c'est un peu le thème de cette série d'entretiens. Antéogènes, psychédéliques, plantes psychoactives. Et oui, alors pourquoi est-ce une erreur de les considérer comme des drogues ? Alors déjà, dans le mot drogue, c'est un grand sac fourre-tout dans lequel on va mettre plein de choses, mais on oublie que que les drogues sont des substances qui vont modifier l'état de conscience, point. Donc dans les drogues, il faut inclure le sucre, l'alcool, le tabac, et tout ce qu'on entend, bien sûr, comme drogue dure, héroïne, cocaïne, choses comme ça. Mais aussi tout un tas de substances qui n'ont pas le même effet que celles que j'ai citées, qui ne sont pas là pour réduire notre perception de la réalité ou réduire notre niveau de conscience, mais qui sont là pour l'élargir, pour percevoir plus de choses. Et je développerai ce point-là par la suite pour finalement avoir un aperçu de la réalité qui est moins pathologique que celui dans lequel la société, la civilisation dérive actuellement, et je pense qu'on est tous d'accord sur cette dérive, sur le fait qu'on avance vers un mur ou une falaise, et tout ce qu'on essaye de faire, c'est moduler de quelques kilomètres/heure la vitesse à laquelle on va percuter le mur. Mais il y a dans ce mot valise qui ne veut plus rien dire, la classification déjà de stupéfiant par l'État français, et la notion de psychédélique. Alors un stupéfiant, c'est drôle parce que il y a une liste de stupéfiants en France qui a été créée, je crois, en 71, et l'État a attendu 50 ans pour définir ce qu'est un stupéfiant. Donc on a une liste de produits interdits qui s'appelle stupéfiant, mais on n'a jamais défini ce que c'était qu'un stupéfiant. Et le Conseil constitutionnel s'est prononcé en février, et il dit, si je me trompe pas, un stupéfiant, c'est quelque chose qui crée un préjudice à la santé de l'utilisateur et qui est addictif. De ce fait, incidemment, toutes les substances psychédéliques, c'est-à-dire qui agissent en l'occurrence sur le circuit sérotoninergique et qui viennent élargir notre champ de conscience, notre niveau de conscience, qui ne sont pas là pour réprimer les émotions mais les révéler, psychédéliques qui révèlent l'âme, eh bien ces substances sont visiblement inscrites par erreur sur la liste des stupéfiants, puisque la science nous raconte, c'est pas moi qui le dis, ce sont des milliers d'études scientifiques qui nous racontent que ces molécules-là, psilocybine dans les champignons magiques, le LSD, la DMT dans l'ayahuasca, les armalines, etc., ne sont ni addictives, au contraire elles combattent les addictions, entre d'autres choses, notamment la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, l'angoisse de fin de vie, enfin c'est assez impressionnant le nombre de vertus dites thérapeutiques que la science démontre chaque jour. Donc elles ne sont pas addictives, elles combattent les addictions et elles ne causent quasiment aucun dommage sur la santé. Et quand je dis ça, c'est bien sûr comparativement à l'alcool et aux autres drogues dures.
Et donc tout ça, c'est la science qui nous le dit, hein. C'est pas moi qui l'affirme comme ça. Pour ceux qui souhaitent chercher, il suffit d'aller sur Google Scholar et de taper études scientifiques LSD et de voir ou études scientifiques psilocybine pour voir tous les travaux qui sortent quasiment toutes les semaines sur ce sujet-là. Voilà pour l'ellipse nécessaire pour venir préciser, sortir des réductionnismes au sujet des substances qui ont été classées comme ou drogues, ou stupéfiants, ou dangereuses, et qui factuellement, au regard de la science, ne le sont pas. Expérimenter les psychédéliques, c'est à la portée de tout le monde, en tout cas à l'étranger, hein. Mais y a-t-il une différence entre expérimenter de manière récréative ou festive et expérimenter en y mettant du sens, voire dans un but thérapeutique ? Alors oui, déjà, ce qui est important de dire ici, c'est que dans mes mots, ni dans cet épisode, il n'y a strictement aucune incitation, ni aucun prosélytisme, puisque ça, c'est interdit par la loi. La loi française va très très loin, hein, c'est quasiment unique au monde, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de substances interdites en termes positifs. Ça peut être puni de 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. On n'a même pas le droit de parler d'une substance légale qui aurait, en des termes, qui dirait qu'elle a potentiellement les mêmes effets que des substances illégales. Hein, on ne peut pas tout dire, par exemple, sur la noix de muscade ou le safran, parce que ça pourrait nous donner 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. C'est quand même dans ce contexte-là qu'on est en train de vivre et de nous exprimer. Donc cette ellipse étant faite, je n'incite bien sûr personne à faire ce genre d'expérience avec des substances illégales, quoique il y a plein de pays où ces substances entéogènes sont légales et encadrées. Alors, quand on parle de ces substances-là, entéogènes ou psychédéliques, il faut comprendre que l'expérience qui va en être faite va être extrêmement étroitement dépendante de ce qu'on va y mettre comme bagage personnel, biographique, culturel et contextuel. Donc, à ce moment-là, on parle du set and setting, c'est-à-dire si quelqu'un va faire, je ne sais rien, l'expérience de champignons hallucinogènes, on les appelle hallucinogènes, mais c'est un terme très réducteur. Donc, parfois on dit champignons magiques, mais pour être plus précis, on va dire champignons à psilocybine, puisque c'est cette molécule-là qui nous intéresse, qui est donc psychédélique. Eh bien, on parle de set and setting, c'est-à-dire comment je me sens quand je fais l'expérience. Est-ce que je suis dépressif ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que j'ai très peur ? Et le setting, c'est est-ce que je fais ça dans un concert de métal ou est-ce que je fais ça dans mon canapé avec mon meilleur pote ou ma bien-aimée ? Et donc, pour le dire très rapidement, on pourrait tenir 1 heure sur le set and setting. Ça va être mon paysage et mon bagage personnel, plus l'environnement dans lequel je vais faire l'expérience, qui va venir conditionner la qualité et la dimension spirituelle ou non de l'expérience. On se rend cependant compte que plus la dose est importante, plus l'expérience tend vers une dimension spirituelle, puisque que sont ces substances-là ? Ce sont des substances qui viennent dissoudre les frontières de l'ego. L'ego, on pourrait en parler à travers plein de prismes et plein de points de vue différents, mais ici je vais en parler comme un branchement cérébral qui donne un sens de l'identité. L'ego est un programme que mon corps transporte, qui me permet de dire je suis moi, tu es toi, nous ne sommes pas la même personne, et ainsi de préserver nos intérêts vitaux, l'un et l'autre. Et de faire finalement une société composée de plein d'individus. Eh bien, on s'est rendu compte que l'ego correspond à un branchement cérébral, un circuit, qu'on appelle le réseau mode par défaut, et ces substances-là viennent troubler ce circuit et provoquent ce qu'on pourrait définir, ce qu'on pourrait tenter de définir comme une dissolution progressive des frontières de l'ego. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire mais si je ne suis plus que moi, je suis quelque chose de plus grand, je suis la nature, je suis l'idée que je me fais du divin, de l'univers, de l'intelligence du vivant, du règne végétal, des esprits, de l'au-delà, peu importe. En tout cas, plus l'expérience est intense, plus on arrive vers un sentiment peut-être océanique, un sentiment d'unité, et on appelle ça un sentiment de transcendance. La transcendance, c'est finalement, je ne sais pas si ma définition est exacte, mais c'est finalement une identification, ou peut-être même une communication avec quelque chose de plus grand que moi.
Je crois bien que je l'ai déjà évoqué dans Calreco, mais allons-y. Avant ma retraite au Pérou, j'avais fait des expériences psychédéliques, notamment avec du LSD. Expérience pendant laquelle je me suis senti, enfin celle à laquelle je pense, je me suis senti très connecté à une énergie, à un univers, celui du dieu cornu qu'on appelle Pan dans la mythologie grecque. C'est la divinité de la nature, protectrice des bergers et des troupeaux. Ma compagne n'était pas avec moi pendant ce moment, mais ce moment psychédélique. Mais par contre, je l'ai vue. J'ai eu une vision dans laquelle elle était devenue une reine faune. Et je me demandais pourquoi j'avais connecté avec cette énergie. Il se trouve que pour cette expérimentation, je me trouvais dans une forêt. Bon, alors peut-être que ça a joué, que mon nom de famille est Berger quand même. Mais au-delà de ça, l'univers des faunes, l'univers dionysiaque ne m'est pas vraiment familier. Alors pourquoi cette symbolique est venue frapper à la porte de mon inconscient ? C'est une vraie question. Alors, ce qui est intéressant de développer ici, et le questionnement est super intéressant, c'est voilà, j'ai fait telle expérience d'une expérience psychédélique et il y a cet archétype ou ce symbole qui émerge. Est-ce que c'est lié à mon environnement ? Est-ce que c'est lié à mon bagage personnel ? Les deux. C'est-à-dire que dans une expérience psychédélique et une expérience d'état modifié de conscience au sens large, voire même une expérience relationnelle, et ça c'est très important à développer, je vais y amener de ma biographie personnelle, mes propres projections, puisqu'il est question ici d'une expérience d'un psychédélique, du LSD, c'est qu'est-ce que je pense déjà de la molécule ? Est-ce que j'avance dans cette expérience avec les croyances populaires, les mythes urbains qui disent tu prends du LSD, t'es addict à vie, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Tu prends du LSD, tu sautes du 3e étage. Est-ce que j'avance avec ça comme croyance dans l'expérience, qui va déjà venir teinter l'expérience ? Ensuite, quel est mon contenu biographique avec la spiritualité, le transcendant au sens large ? Est-ce que pour moi le transcendant c'est voir des elfes ? Est-ce que c'est voir des êtres de lumière ? Est-ce que c'est des extraterrestres ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on va appeler Dieu et qui va avoir une grande barbe ? Est-ce que c'est ce que j'ai appris dans mon enfance sur le bouddhisme et l'hindouisme, par exemple ? Ça aussi, ça va venir teinter l'expérience. Et sur des expériences un peu plus intenses, là on est dans des considérations plus jungiennes et transpersonnelles, c'est je vais accéder, c'est-à-dire ma conscience va accéder à quelque chose de plus collectif. Ma tribu, mon héritage transgénérationnel, l'inconscient collectif au niveau familial, mais aussi au niveau de l'espèce humaine. Je vais accéder à du bagage informationnel qui ne m'appartient pas forcément à moi ni à ma famille, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis après, l'environnement. Comme dit, si tu le fais dans une forêt, ou chez toi, ou en ville sur une terrasse, le bagage informationnel que tu vas rencontrer va être très différent. Et puis c'est pareil, là on parle d'une expérience psychédélique, mais cela est valable pour toute expérience d'état modifié de conscience. Et j'aime aussi dire que être amoureux, le lien à l'autre, c'est un état modifié de conscience, puisqu'on est submergé par la sérotonine et l'ocytocine, donc des molécules extrêmement puissantes qu'on pourrait qualifier de drogue ou de psychédélique, peu importe, mais qui vont venir modifier notre état de conscience. Et je vais apporter dans la relation amoureuse énormément de projections. C'est-à-dire l'autre va être comme ça parce qu'en fait, je viens finalement faire des présuppositions sur l'autre. Et puis, l'espace relationnel va être un espace extrêmement malléable, fluide, dans lequel chacun des partenaires va venir mettre énormément de choses traumatiques, par exemple. Et donc, on pourrait dire aussi que l'espace d'une relation est aussi un espace très fluide, dans lequel chaque personne va venir projeter ses propres problèmes et va faire l'expérience finalement de ce qui l'aura amené. Et pour revenir à ce que tu dis, on pourrait même rajouter que il y a une manière de voir la chose, ton expérience, qui pourrait dire « Ah, mais c'est de là que viennent ces mythologies ». Tu vois, quand on regarde les mythologies nordiques, ça nous parle d'elfes, de gnomes, de faunes, justement. Est-ce que toute cette mythologie, toute cette iconographie
provient d'états modifiés de conscience qui nous permettent d'accéder à d'autres dimensions de la réalité, c'est tout à fait envisageable. Il y a un thème que je voulais aborder, c'est le côté transgressif des entéogènes. Dangereux pour le pouvoir, les entéogènes, au même titre que les soignants qui ont refusé la thérapie génique au péril de leur job, de leur situation sociale et financière. La dangerosité de la pensée post-matérialiste est-elle une réalité du point de vue du pouvoir ? Je dis souvent, les psychédéliques ne servent pas le projet capitaliste. Point. On pourrait s'arrêter là. Mais si j'essaye de développer, on s'est rendu compte dans les années 70, notamment pendant la guerre du Vietnam, où les États-Unis avaient cette initiative qui avait du mal à remporter les suffrages, finalement, à remporter, on va dire, l'adhésion populaire, que les substances psychédéliques qui étaient en pleine explosion poussait les gens vers une forme de dissolution des structures hiérarchiques, vers une forme d'émancipation. Alors moi j'ai envie de l'appeler spirituelle parce que c'est mon biais cognitif personnel, mais une vraie émancipation de toute forme de structure, une indépendantisation de la personne finalement, une libération du sentiment du soi. Et c'est en grande partie ce phénomène-là qui a conduit à l'interdiction des psychédéliques, puisqu'on s'est rendu compte que ça ne sert pas la société de contrôle, que ça va dans le sens inverse. Ça ne va pas vers une uniformisation de l'individu. On pourrait presque dire que les substances psychédéliques, c'est une substance qui est exponentialisante de la notion spirituelle, transpersonnelle. On pourrait définir plus tard la notion de transpersonnel de l'être finalement. Et donc ça ne sert pas toute structure de contrôle qui est absolument nécessaire. Je parlais pas plus tard que la semaine dernière en conférence du fait que un groupe de 30 personnes, c'est très facile à gérer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de règles, il n'y a pas besoin de beaucoup de lois, puisque se co-régule, on fait une réunion tous les soirs, ça se passe super bien. 3000 personnes, c'est un peu plus compliqué. 300 000 personnes, c'est encore plus compliqué. Mais 8 milliards. Donc il faut des structures extrêmement régulatrices, voire même, on les constate, coercitives. Mais c'est pas seulement pour la raison du nombre, mais c'est parce qu'en fait, il y a certaines valeurs véhiculées dans ces sociétés qui sont fondamentalement pathologiques, comme les notions de croissance, de consommation, de matérialisme, qui entraînent la nécessité de mesures liberticides. Donc on est dans quelque chose qui est en train de se bouffer lui-même. Et quand, à l'intérieur de ce système, on lâche une goutte d'un produit qui favorise la dissolution des structures, qui favorise l'émancipation de l'individu, qui favorise le contact avec le transcendant, le spirituel ou le mystique, eh bien, on est dans quelque chose de dissolutif de la structure en place, qui, cette structure coercitive, de contrôle, se débat, puisque son existence dépend sur le maintien de l'ordre. Et on a lâché là-dedans une goutte d'acide. C'est intéressant que le LSD dans le langage underground s'appelle l'acide. En fait, il est dissolutif des structures en place. Et donc, on est dans une... j'explore un peu une narration quasi poétique de ce qui est en train de se passer. C'est que la renaissance psychédélique, en fait, elle commence à dissoudre les structures, elle commence à émanciper les individus. Cela ne sert pas le projet consumériste / matérialiste capitaliste. Et donc, on a une structure en place qui se défend, puisque l'existence même de cette structure dépend du maintien de l'ordre, que la renaissance psychédélique est en train de gentiment dissoudre, au sens très positif du terme. On pourrait presque dire flexibiliser, végétaliser, puisqu'elle apporte à une structure qui est délétère,
à une structure liberticide qui est délétère, elle commence à apporter une forme de flexibilité comme une onde presque végétale finalement. Ben oui, les pouvoirs ont peur. Il y a déjà les complotistes et les anti-vax à gérer. Ah mais ce sont les mêmes qui s'intéressent aux entéogènes, on n'est pas sorti de la grange. Oui, pour revenir donc sur cette interdiction, les molécules aux États-Unis dans les années 60-70 déjà étaient consommées dans les milieux hippies et contestataires, les molécules psychédéliques donc, mais également pendant la guerre du Vietnam, parce que certains soldats prenaient de l'héroïne ou de la cocaïne, l'héroïne pour supprimer la douleur, la cocaïne pour avoir le courage belliqueux du combattant. Mais il y a certains soldats qui prenaient des psychédéliques. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'ils ne voulaient plus faire la guerre. Alors Nixon a dit « stop, on interdit formellement ces substances ». Mais je voulais revenir sur le terme renaissance psychédélique. Ah, alors la renaissance psychédélique, si tu veux, ce qu'on appelle The War on Drugs, la guerre contre les drogues de l'administration Nixon au début des années 70, que Graham Hancock a renommé The War on Consciousness, une guerre contre la conscience, eh bien, elle commence à s'essouffler puisqu'on se rend compte des vertus thérapeutiques des psychédéliques, on se rend compte aussi du caractère délétère de la répression des psychédéliques, des drogues en général, puisqu'on voit que les pays qui assouplissent largement les lois, en fait, ça donne lieu à une consommation qui est beaucoup plus intelligente et beaucoup moins dangereuse. Je rappelle que les psychédéliques ne sont pas interdits puisqu'ils sont dangereux, ils sont dangereux puisqu'ils sont interdits. C'est-à-dire que l'interdiction nous prive d'un accès à l'information, à l'accès à de bonnes pratiques, et donc ça va multiplier la mauvaise circulation de l'information et le mésusage. Et donc, on assiste depuis une vingtaine d'années à en l'occurrence, une renaissance qui part peut-être de l'intérêt de la science, du regain d'intérêt de la science sur ces molécules-là qui sous certains aspects, la science le démontre, sont beaucoup plus efficaces que certains médicaments en place, mais on est vraiment là dans des exigences de rentabilité. En l'occurrence, quelqu'un qui souffre d'alcoolisme, on préfère qu'il prenne du baclofène à vie plutôt qu'une vraie séance de LSD qui a des effets tout aussi efficaces, mais par contre, c'est pas du tout rentable. Donc, et surtout que le LSD va avoir des effets sur la vie de la personne qui, on l'a expliqué un peu plus tôt, ne vont pas dans le sens du projet social, qui nous mène vers une perte finalement, vers la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Donc la Renaissance, c'est ça, c'est à la fois le regain d'une certaine communauté scientifique, portée par des intérêts capitalistes malheureusement, mais aussi, et c'est là le double mouvement très intéressant qu'on peut un peu creuser, c'est aussi, selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser, porté par un profond désir de renouveau archaïque finalement, c'est-à-dire ce par quoi le New Age en quelque sorte est porté, c'est-à-dire le désir profond de renouer avec le spirituel, avec le sens, avec le transcendant, qui est en fait un mouvement de contrepoids face à la dérive civilisationnelle dans laquelle on plonge. Donc il y a dans tout organisme qui est en train de mourir, il y a un sursaut de vie. Il y a comme une onde de survivaliste quelque part qui pousse dans un dernier effort à sauver les meubles finalement. Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on constate l'émergence de mouvements spirituels qui sont très loin de dimensions sectaires, dimension sectaire, c'est quelque chose ou la dérive sectaire, c'est quelque chose de très 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 différent de la spiritualité. Et donc on constate des émergences spirituelles à travers le monde, à travers divers mouvements, mais aussi à travers, le yoga, la renaissance de tout ce qui est de l'ordre des techniques de respiration, des nouvelles disciplines autour de la danse, que ce soit la biodanza, que ce soit la danse des 5 rythmes, que ce soit... Il y a plein de disciplines comme ça qui émergent et qui sont pour moi le symptôme d'un sursaut du vivant vers ce qui lui manque le plus.
transcendance, spiritualité, l'humain, le vivant, la nature, l'intelligence du vivant. On va persévérer dans cette idée de transgression, de contestation du pouvoir. Les archétypes sur lesquels on s'attarde, en général, sont les révolutionnaires, les figures souvent de gauche, dont l'objectif est de redonner le pouvoir au peuple, marxiste, matérialiste donc. Se pourrait-il qu'on se rende compte bientôt qu'il faille déboulonner ces vieilles statues pour les remplacer par d'autres symboles qui prônent la libération spirituelle de l'individu ? Et si la prochaine révolution était spirituelle ? François Bégodeau. Vous connaissez François Bégodeau, j'en parle de temps en temps dans ce podcast, parce que je le lis et je l'écoute assez souvent, bien qu'il m'agace un peu des fois. François Bégodeau, donc en bon matérialiste marxiste, ne dit-il pas dans un de ses bouquins que Jésus était le premier anarchiste de l'histoire ? Il ne croit pas si bien dire, Jésus était aussi certainement un chaman qui pratiquait le jeûne pour rentrer en contact avec le subtil. Le nom de Jésus-Christ a aussi une résonance étymologique intéressante. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus, mais c'est une fonction comme roi, président, charpentier. Christ est un mot grec, Christos, qui se traduit en français par oint et se dit en hébreu Messie. C'est donc quelqu'un qui a reçu l'onction d'huile sainte. Qu'est-ce que l'huile sainte ? Il n'est pas idiot de penser qu'elle ait un rapport avec les plantes psychoactives, mais il y a bien d'autres réflexions à mener autour des figures mystiques et philosophiques qui ont jalonné notre histoire. Oui, je vais essayer d'être concis. Alors déjà, quand je parle de ce monsieur, ou de cette figure, puisque je ne sais toujours pas s'il a existé, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe dans un livre, un livre en fait qui est un condensé de plusieurs textes historiques, et dont ont été exclus d'autres textes historiques qu'on appelle les apocryphes, qui ont la même valeur historique que la Bible. Et donc, on a un gars, il y a 2 ans, qui fait des trucs un peu barges. Moi, j'aime bien parler de lui, parce que ça m'amuse beaucoup, en dehors de toute considération chrétienne et religieuse. Il n'y a aucun lien, finalement, entre Jésus et le christianisme. Ce sont 2 choses complètement différentes. Et donc, quand on en parle d'un point de vue complètement dépassionné, presque phénoménologique finalement, on a quelqu'un qui, comme le dit Bégodeau justement, qui est rebelle, qui s'élève contre les structures établies, et qui travaille avec les plantes. Jésus n'est évoqué que dans la 2e partie de la Bible, que dans le Nouveau Testament, et qui est écrit en grec. Jésus, c'est Iessos, et aucun locuteur grec de l'époque peut penser à Iessos sans penser à Iatros, médecin. Iatros, sa racine, c'est poison, Ios. Et Jésus se décrit lui-même à 4 reprises comme homme médecin dans la Bible. Et il distribue une Eucharistie qui induit un état modifié de conscience. C'est quand même étrange. Dans la Bible, à un moment, c'est dans Corinthiens, on a Paul qui dit l'Eucharistie doit être consommée avec précaution parce que certains d'entre vous qui ne la respectent pas meurent. Donc on a très factuellement, quand on a une approche rationnelle de cet ouvrage, de ce recueil, qu'est la Bible, qui est juste un livre historique, on a une Eucharistie qui est potentiellement mortelle. C'est quand même étrange. On a un auteur américain qui a vendu plus de 7 millions de livres, qui s'appelle Brian Muraresku, qui fait une enquête de 800 pages sur la dimension psychédélique de l'Eucharistie chrétienne, et qui explique que c'est probablement l'explication la plus probable que le christianisme aujourd'hui c'est 2,5 milliards de followers, mais que comment est-ce que un gars paumé dans le désert on en arrive à une religion planétaire qui n'a aucun lien avec son souhait à cet homme-là qui a hypothétiquement existé. Eh bien, l'interprétation de cet auteur, dans lequel je m'inscris pleinement, mais je ne suis pas le seul, on est de plus en plus nombreux, puisqu'on a quand même de plus en plus de preuves factuelles, à mesure de certaines disciplines, comme l'archéochimie ou l'archéobotanique. L'interprétation, c'est qu'en fait, l'Eucharistie était psychédélique, et quand on tire un petit peu ce fil que l'histoire nous tend, eh bien, on se rend compte que quasiment
toutes les traditions spirituelles ont eu recours à des substances qui élargissent les états de conscience. C'est le cas du bouddhisme, c'est le cas de l'hindouisme, c'est le cas du védisme surtout et du zoroastrisme à la source des grandes religions. Donc là, on est une vingtaine de siècles avant le fameux Jésus, où en Inde, on a le védisme, qui, avant de devenir l'hindouisme, avait donné naissance au brahmanisme. Et le védisme, en son centre, avait un breuvage qu'on appelle le soma, et qui donnerait, soi-disant, en tout cas quand on lit le Rig Veda à l'intérieur des Védas, qui est la Bible du védisme, pour ainsi dire, donne accès au divin et donne accès à une notion d'immortalité. Je reviendrai plus tard à la notion d'immortalité. Et au même moment, allez, quelques siècles d'écart, sur une frise chronologique très longue, quelques siècles, c'est quasiment simultané. On a dans le berceau du zoroastrisme, la Perse et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'Iran, on a donc cette religion, le zoroastrisme. Au sein de cette religion, donc on a l'Avesta, qui est la Bible du zoroastrisme. Au sein de l'Avesta, on a un petit livre qui s'appelle le Yasna et qui parle d'un breuvage qui est Aoma. Aoma, Soma, une certaine proximité phonétique. Et ce breuvage donne accès à Zarathustra, qui donc boit Aoma, donne accès à des enseignements divins, il discute avec la plante. Et au sein du zoroastrisme, on a une plante Dieu. Plante et Dieu, c'est la même chose, exactement comme Soma. Soma est à la fois un breuvage et à la fois Dieu. Et au même moment, en Grèce, on a ce qu'on appelle les cultes à mystère, qui sont des véritables institutions qui font passer des rituels, des initiations psychédéliques de masse. Aujourd'hui, les spécialistes considèrent qu'il y a au moins 1 million de personnes qui sont passées par les mystères d'Éleusis, qui ont perduré 20 siècles. Je ne sais pas si on se rend compte, 20 siècles, mais c'est complètement incroyable. Une institution proto-religieuse, non dogmatique, purement initiatique, qui dure 20 siècles. Et donc Platon y est passé, Cicéron, Épicure, les empereurs romains, Marc Aurèle, ils sont tous passés. Donc tous les grands penseurs sur lesquels notre savoir occidental s'appuie, que ce soit la géométrie, les mathématiques, la philosophie, sont passés par une expérience psychédélique. Il y a de très fortes suspicions, et la communauté scientifique aujourd'hui s'accorde, il y a consensus sur ce fait, que le breuvage qui était servi à Éleusis était constitué notamment d'ergot de seigle. L'ergot de seigle, un champignon Claviceps purpurea qui pousse sur plusieurs céréales, contient du LSD. C'est de là qu'est synthétisé le LSD en 1938 par Albert Hofmann. Et donc, on peut s'en rougir aujourd'hui, mais avec un petit sourire quand même, se dire que tous ces philosophes et tous ces grands penseurs sur lesquels notre civilisation s'appuie sont passés par une expérience très forte de LSD qui confère l'immortalité. Alors ça, c'est magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Et c'est quoi l'immortalité ? Ça veut pas dire que moi, tel que je suis, je vais vivre 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années ou jusqu'à l'infini. C'est pas ça. C'est qu'en fait, les états modifiés de conscience intenses, principalement ceux induits par les psychédéliques et les antéogènes, ayahuasca, LSD, champignons hallucinogènes, quand ils sont consommés dans le bon cadre avec la bonne intensité et la bonne intention, nous permettent d'accéder à un état modifié de conscience qui se situe au-delà de l'enveloppe physique et du sens de l'ego. Et on se rend compte que finalement, on ne meurt jamais. C'est-à-dire que même quand mon corps n'est plus fonctionnel, même quand le sens du moi qui me définit, qui fait que je suis en mesure de te parler, disparaît, eh bien, je continue à vivre. Et en fait, l'immortalité dont nous parlent le bouddhisme, l'hindouisme, le védisme, le zoroastrisme, les cultes à mystère, quasi toutes les religions du monde s'appuient sur cette notion de transcendance, sur cette notion de perduration, est-ce que le mot existe, de l'âme après le corps physique. Eh bien, c'est cela, c'est cette promesse d'immortalité, c'est-à-dire, quand je meurs, finalement, je ne meurs pas. Voilà. Et au sujet des mystères d'Éleusis, il y a cette phrase qui est « Si tu meurs avant la mort, eh bien tu n'auras pas à mourir quand tu meurs ». C'est ça, la notion de l'immortalité dont toutes les traditions spirituelles nous parlent. C'est l'accès par la sensation, par la conscience, d'une manière extrêmement tangible et ferme, au fait qu'il existe autre chose que ce monde-là. La mort n'existe pas. Pas la mer, la mort. Vous vous rappelez de cette chanson ? La mer n'existe pas. Papa, papa, papa. Je sais plus qui chantait ça. Bref, la mort n'existe pas.
Je me suis époumoné dans ce podcast à le dire à mes invités transhumanistes, Marc Roux et Frédéric Balmont, que j'ai reçus. Les entretiens d'ailleurs que nous avons réalisés avec eux sont évidemment disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Je voulais savoir si le transhumanisme était un sujet sur lequel Stéphane s'était penché. Je me suis penché sur la question de manière expérientielle. C'est-à-dire, je n'ai pas eu recours au transhumanisme au sens où on l'entend, qui pour moi est un transhumanisme technologique. Mais il existe un autre transhumanisme, c'est le fait de méditer, ou le fait de prendre des psychédéliques. Par exemple, on va considérer qu'un implant dans le cerveau, comme ce qu'est en train de faire Elon Musk à travers Neuralink, par exemple, c'est du transhumanisme. Donc on a quelque chose d'exogène qu'on va installer ou insérer dans l'être humain. Mais c'est la même chose avec les psychédéliques qui sont, pour moi, alors c'est naturel. Quand je dis psychédélique, j'utilise indifféremment psychédélique et antéogène. Mais on est dans l'utilisation d'une technologie exogène pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand qui dépasse l'humain. Et donc c'est comme si le transhumanisme aurait deux branches, une qui est finalement naturelle et l'autre qu'on pourrait appeler technologique. Mais je pense que c'est plus quelque chose qui fait ce mouvement-là. Les deux serpents qui s'entrelacent, en fait, l'un et l'autre ne sont finalement pas dissociables, puisque moi je vis dans la croyance que la nature est une technologie et que la nature est artificielle et que la technologie est naturelle. J'ai pas, dans ma perception de la réalité, une ligne très claire de démarcation entre ce qui est artificiel et naturel. C'est mon biais personnel, c'est mon illusion, c'est ma croyance, et ça me permet d'accéder à des interprétations qui sont relativement différentes de ce qu'on écoute, ce qu'on entend d'habitude. Et en fait, je crois que ce qui est important, c'est pas est-ce que mon transhumanisme finalement il est avec des technologies ou de la nature, c'est pour quoi faire. C'est pourquoi faire. Est-ce que c'est au profit de la croissance ? Est-ce que je vais augmenter mon matériel biologique pour pouvoir produire encore plus ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais le faire pour sauver la planète ou sauver l'espèce ou préserver la biosphère ? Donc en fait, c'est quelle est l'intention à la base du transhumanisme ? Est-ce qu'il est porté par des intérêts capitalistes en vertu de profit et de croissance ? Ou est-ce qu'au contraire, il est porté par des questions écologiques, des questions spirituelles ? Il y a un livre qui explore très très bien le transhumanisme sous ces deux angles, c'est La possibilité d'une île de Houellebecq par exemple. Moi, je vois le transhumanisme comme quelque chose d'extrêmement large qui est absolument inévitable, puisque je le vois dans ces deux facettes, à la fois naturelle avec les antéogènes et les pratiques spirituelles, et à la fois technologique, à la fois porté par des intérêts capitalistes et à la fois porté par un sursaut biologique de survie de l'espèce humaine. Et la seule question, c'est pourquoi le transhumanisme ? Si c'est pour aller sur Mars et reproduire le même bordel sur une autre planète qu'on détruira d'une autre manière, ok. Et on pourrait même se dire qu'on a déjà fait ça avec la Terre. Si on rentre dans des considérations un peu science-fictionnelles, on pourrait se dire que, et c'est ce que la plupart des récits démiurgiques nous racontent, c'est qu'en fait il y a eu un grand cataclysme et que nous ne venons pas de cette terre, et que quand on regarde ce que les Sumériens, les Égyptiens, les Esséniens ont écrit, c'est qu'en fait nous étions en communication avec des êtres des étoiles. Et donc quand on regarde qu'on va peut-être d'ici 100 ans, 200 ans, se déplacer sur Mars, on peut s'interroger si c'est la première fois qu'on fait ça. Ça peut être drôle, cet exercice de pensée. Donc le transhumanisme, il est également possible que nous soyons déjà depuis très 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 longtemps le produit d'un transhumanisme. La question c'est à quel dessein. Donc je suis pas du tout
ne suis pas du tout méprisant à l'égard du transhumanisme, mais plutôt très vigilant sur pourquoi on le fait. C'est ce qu'on constate avec la renaissance psychédélique et le LSD. On peut utiliser le LSD à des fins thérapeutiques et spirituelles, mais ça fait maintenant 20 ans qu'il est en microdose chez plusieurs entreprises de la Silicon Valley pour augmenter la créativité chez les cadres, la productivité chez les cadres, la bonne humeur, etc. Donc, est-ce qu'on utilise ces molécules, ces technologies de la nature à des fins qui vont nous sortir de l'écueil civilisationnel dans lequel on se trouve, ou au contraire qui vont nous y précipiter ? Oui, alors voilà une approche sage du transhumanisme. Et il est vrai que le problème n'est pas la technologie, mais l'utilisation qu'on en fait. Il y aurait donc 2 transhumanismes, 2 faces d'une même pièce. Néanmoins, cette voie biotechnologique qui vise l'augmentation de l'être humain m'attire un peu moins que la voie naturelle. En outre, cette vision transhumaniste est assez triste car elle se nourrit du cynisme et de la désespérance de ses promoteurs. Elle repose malgré tout sur le matérialisme, le capitalisme, sur l'idée que l'homme est une machine biologique qu'il faut augmenter. Alors, peut-être sommes-nous des machines biologiques reliées à une conscience ? Mais dans ce cas, intéressons-nous à la conscience pour augmenter notre puissance ? Du reste, l'idée que nous serions nous-mêmes le produit d'un transhumanisme, une espèce modifiée par des dieux venus du ciel, comme il en est question dans certaines traductions de textes sumériens, eh bien, cette idée me séduit beaucoup. En tout cas, ça m'inspire. C'est tout à fait stimulant pour la partie créative de mon cerveau. Moi, j'évite toute dérive me concernant, j'évite de mettre le doigt dans toute dérive New Age, ou dans toute dérive, complotiste finalement, et on pourrait prendre 1 heure pour définir ce que c'est que le complotisme et ce que c'est pas. On pourrait dire aujourd'hui que je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que le complotisme, ça va être tout discours pseudo-scientifique c'est-à-dire qui ne s'inscrit pas dans le dogme scientifique et qui ne va pas dans le sens de la direction que une institution souhaite donner. Et alors, je tends à éviter cela, et donc pour ces sujets extrêmement sensibles, puisqu'ils sont très rapidement qualifiés soit de New Age, soit de complotisme, qui sont 2 mouvances dans lesquelles je ne me reconnais pas du tout, eh bien, je tiens à tenter de conserver une approche phénoménologique, comme sur le phénomène OVNI, par exemple. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est écrit ? Pourquoi ? Et donc, je m'interroge. Pourquoi est-ce que dans toutes les traditions qui parlent d'un événement antédiluvien, il est systématiquement question d'être des étoiles ? Moi, ça m'interroge. Et c'est pas pour autant que je vais y accorder du crédit et que je vais commencer à être naïvement prosélyte sur la matière, sur le sujet. C'est tout simplement que ça m'interroge, et une approche purement factuelle et phénoménologique des choses doit nous permettre d'ouvrir cette possibilité et de s'interroger sur cette possibilité et de l'inclure dans nos champs de réflexion. Puisqu'aujourd'hui, toutes ces dimensions-là, qu'on va qualifier d'ésotériques, de sectaires, de New Age, de complotistes, etc., on va les exclure. Et je ne pense pas que cela serve justement la démarche scientifique. J'essaye d'avoir une approche purement factuelle, rationnelle et surtout très questionnante, en incluant ces faits. On s'en rend compte, on peut faire une petite parenthèse sur le phénomène OVNI qui est très fortement d'actualité, puisqu'on a des auditions au Congrès américain où on a plusieurs personnes avec des carrières absolument brillantes qui déclarent ouvertement, sous serment, c'est-à-dire qu'ils risquent quasiment la prison à vie à cet endroit-là, en disant que voilà, le gouvernement américain a récupéré des objets volants non identifiés et qu'à l'intérieur il y avait des êtres qui ne sont pas humains. Et donc ça se passe en ce moment même, on n'en parle quasiment pas en Europe, mais aux États-Unis on ne parle que de ça tous les soirs en prime time. Et ce qui m'intéresse dans ce phénomène-là, que j'observe comme un phénomène finalement sociologique avant toute chose, c'est de regarder qui sont ces gens qui déclarent ces choses absolument incroyables. Donc aujourd'hui, on a le focus sur
5-6 personnes qui sont des gens extrêmement crédibles, soit parce qu'ils ont travaillé pour l'armée à des positions très hautes, soit dans la politique, soit dans la communauté scientifique. Mais ça fait 50 ans qu'on a des généraux, des ministres, des astronautes, des scientifiques qui nous disent « nous ne sommes pas seuls ». Et sans pour autant accorder le moindre crédit à ce qui est dit, moi, mon approche qui est purement rationnelle et phénoménologique de la chose, je me dis « ok, on a plusieurs centaines de personnalités qui sont des pointures dans le domaine scientifique, militaire, politique, qui nous disent que nous sommes visités par des races extraterrestres depuis plusieurs siècles. Donc soit c'est vrai, et on est face au plus grand secret de l'humanité, soit c'est faux, et on a encore un plus gros problème, c'est-à-dire que nos élites sont complètement cinglées. Ah bah là, je te le fais pas dire, Stéphane. C'est vrai, nos élites sont complètement cinglées. C'est une réalité. Bon, là, je parle de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, comme dirait Michel Maffezoli. L'une des conséquences de la décadence de cette caste au pouvoir, c'est la perversion du système médiatique, une perversion qui induit un discrédit systématique des élites, des vraies cette fois, des élites scientifiques, à partir du moment où celles-ci produisent un contre-discours. Je me revendique de la même objectivité que Stéphane concernant tous ces sujets, mais force est de constater que s'y intéresser, simplement s'y intéresser et ouvrir son esprit à ces possibilités fait déjà de nous des conspirationnistes. On est sur un spectre entre matérialisme extrême et idéalisme extrême. Je ne crois pas que la vérité se situe dans un ou dans l'autre. Par contre, ce que je crois, c'est que la civilisation était dans un idéalisme complet, jusqu'au moment où les sociétés se forment et ont besoin d'une certaine dimension matérialiste pour asseoir leur survie. Et on a, notamment en Antiquité et Moyen-Âge, des dérives civilisationnelles qui font que l'idéalisme commence, dans sa dérive, à devenir dogmatique et liberticide. Et la réaction traumatique, tout particulièrement en France, à ces religions dogmatiques, et à l'Inquisition notamment, eh bien, c'est un contrepoids tout à fait naturel qu'on appelle aujourd'hui le matérialisme scientifique, voire même le scientisme. Le scientisme, c'est-à-dire la tentative d'expliquer tout le réel à travers la science comme vérité absolue, et en dehors de la science, il n'y a rien. Et donc c'est une dérive qui est tout aussi dogmatique qu'une inquisition religieuse. C'est quelque chose d'inacceptable. Et donc l'humanité oscille dans un phénomène qu'on appelle l'énantiodromie entre un extrême et l'autre. Et exactement comme le mouvement des saisons. Et donc on a des périodes de patriarcat, des périodes de matriarcat, on a des périodes d'idéalisme, des périodes de matérialisme, des périodes de dogmatisme, etc. Et ce qui est en train de se passer, c'est que comme on est dans une dérive, à mon sens, soit scientifique matérialiste, soit scientiste, qui commence, et on l'a vu avec le Covid, à distiller un dogme qui devient délétère et liberticide, eh bien, il y a un sursaut biologique tout à fait naturel d'une forme d'idéalisme ou de spiritualisme. Et l'important, c'est que ce sursaut-là, qui à mon avis est salutaire, ne devienne pas dogmatique à son tour. Mais quand on a ce sursaut qui vise à nous faire dévier de la trajectoire qui nous mène vers le mur ou la falaise civilisationnelle, on a évidemment en face une forme de zététisme, une forme de scientisme qui se réveille pour venir équilibrer le changement de paradigme, pour éviter que le changement... Et tout ça, on est finalement dans une forme quasi de théorie des systèmes, une forme d'homéostasie organique qui se crée au sein de la civilisation. Et donc, plutôt que de dire c'est bien, c'est mal, et de devenir soi-même dogmatique en disant non, les éthiciens ont raison, non, les autres ont raison, et puis toi t'es un con et pas moi, c'est d'observer en fait cette dynamique pour essayer de rentrer et d'harmoniser les choses, puisque c'est bien ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pas la vérité qui nous manque, c'est l'harmonie. Revenons aux psychédéliques. En quoi peuvent-ils nous permettre de progresser dans un travail intérieur ? Les plantes maîtresses dont l'ayahuasca, le tabac, la coca et bien d'autres forment la colonne vertébrale, par exemple, de la médecine traditionnelle amazonienne. En quoi l'utilisation des entéogènes a-t-elle des vertus thérapeutiques ? C'est plutôt une question qui devrait être répondue par la... C'est plutôt une question qui va concerner
l'approche scientifique finalement. Les études scientifiques nous montrent les vertus thérapeutiques de ces substances. Mais il y a dans la démarche scientifique un biais ontologique qui consiste à vouloir et à devoir faire du réductionnisme sur des situations globales pour pouvoir les analyser indépendamment et tirer des conclusions et maîtriser son environnement. Donc, on a quelque chose et comment dire scientifique, qualifié de scientifique à partir du moment où c'est mesurable et reproductible. Sauf que il est très compliqué de maîtriser des états mystiques, par exemple. Donc on va avoir des expériences psychédéliques qui sont monitorées dans le cadre d'études scientifiques, et parfois on va avoir des états mystiques qui sont mesurables par un questionnaire, et parfois pas. Et donc c'est très compliqué d'aller maîtriser la corrélation entre vertu thérapeutique et expérience mystique. Il y a plus d'une quinzaine d'études aujourd'hui qui démontrent une corrélation évidente entre expérience mystique, /transcendante, /spirituelle, et atténuation des symptômes dépressifs. Ce qui, dans ces études-là, était ce qui était recherché. Et donc, la corrélation étant établie, il est très difficile pour une démarche scientifique et aussi peu profitable pour une démarche capitaliste et big pharmacologique que de favoriser des états spirituels qui vont avoir des effets thérapeutiques, mais qui ne vont pas dans le sens du capitalisme qui finance ces études-là. Donc on est dans un vrai, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une forme de cul-de-sac. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le développement de la médecine psychédélique ? C'est qu'on va dissocier la dimension spirituelle, mystique, transpersonnelle des effets thérapeutiques. En tout cas, c'est la direction qu'on veut donner. Et aujourd'hui, on a des sociétés qui valent déjà plusieurs centaines de millions de dollars qui visent à supprimer la dimension psychédélique des molécules psychédéliques. C'est fabuleux. Et c'est là où on arrive dans une approche purement mécaniste de la médecine ou de la science. On souhaite qu'on prenne un jour un psychédélique comme on prend un Doliprane. J'ai une dépression, donc je prends du LSD, et donc ça va se soigner. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Puisqu'on l'a vu plus tôt, il y a une importance capitale, fondamentale, du set and setting. Comment je me sens et comment... et dans quel contexte je le fais. Si je vis une expérience psychédélique dans un cadre scientifique, entouré de gens en blouse blanche, dans un laboratoire, sans mes proches, sans accompagnement psychologique. D'ailleurs, est-ce que l'accompagnement psychologique, est-ce qu'il est mesurable ? Est-ce que, etc. Ce qui se passe entre moi et mon accompagnant durant l'expérience psychologique, comment je le maîtrise scientifiquement, comment je le mesure, comment je le reproduis ? C'est d'une complexité extrême, bah forcément, puisqu'on est au-delà de ce que la science est en train de mesurer, est capable de mesurer et de reproduire. Donc, tout ce qui est au-delà de ce qui est mesurable et reproductible, on va l'éluder pour en extraire ce qui va nous intéresser d'un point de vue rentabiliste. C'est-à-dire, je vais prendre une molécule et je vais voir, en dehors de tout cadre spirituel et émotionnel, finalement, quel effet ça va avoir. Et donc, on a des résultats sur la dimension thérapeutique des psychédéliques qui sont très en deçà de ce qu'ils peuvent produire, puisqu'on tend à éliminer toute la dimension transcendante et spirituelle de la chose. Et donc, quand tu me demandes en quoi est-ce que ces substances, ces cadeaux de la nature, peuvent être thérapeutiques, eh bien, dans la manière dont on les utilise. Puisqu'on l'a vu, c'est le setting a une importance capitale. Est-ce que je fais ça chez moi, entre amis ? Est-ce que je fais ça dans un hôpital avec des néons qui clignotent ? Ou est-ce que je fais ça pour aller me défoncer la gueule dans un concert de techno ? On aura 3 résultats différents. Et malgré cette volonté d'éluder toute la dimension spirituelle et transcendante de l'expérience psychédélique, pour qu'elle devienne contrôlable, mesurable, reproductible, on arrive quand même à des effets thérapeutiques. Mais sous un prisme qui est purement mécanique et matérialiste, alors que la notion de guérison,
on le voit pas dans le podcast, mais je mets les guillemets autour de guérison, eh bien, je vis avec la conviction qui va rejoindre celle des grandes traditions spirituelles qui n'ont pas 200 ans, mais des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Elle est fondamentalement spirituelle, transcendante, mystique, transpersonnelle. L'histoire de l'humanité est évidemment spirituelle. Les Lumières et le rationalisme à la base de nos institutions, c'est finalement très récent. Le 21e siècle sera-t-il spirituel ? La citation que l'on prête à Malraux va-t-elle se révéler juste ? On n'y est pas encore à la fin du 21e siècle, mais oui, il nous reste du temps. Alors on va se projeter, comme on le fait dans chaque épisode de Calreco, parce que pour écrire mon histoire du futur, je vais puiser l'inspiration où elle se trouve, dans l'air, dans mes lectures, dans mes expériences et bien sûr dans ces entretiens que j'ai grand plaisir à mener. Nous sommes donc en 2096, c'est à cette époque que vit Calreco, mon héros. Que se passe-t-il ? Comment avons-nous évolué sur les plans sociaux, politiques, écologiques, économiques, philosophiques et spirituels ? Alors déjà, j'essaye de voir ce qui se passe dans ma tête, de voir ce qui se passe dans mon corps à l'énoncé de la question, et je me dis 2096 c'est dans 70 ans, et je vois la différence du monde entre aujourd'hui et il y a 70 ans, et je vois que le progrès technologique est exponentiel, donc le progrès sera beaucoup plus important que durant les 70 dernières années. Moi, je pense que nous aurons établi l'existence de très nombreuses dimensions, de mondes parallèles, qui sont aussi réels, voire beaucoup plus réels que le nôtre, puisque le nôtre est une émanation technologique de ces dimensions-là, à des fins de divertissement. J'imagine que le capitalisme sera, c'est-à-dire le dogme ambiant, et le paradigme dans lequel on vit se sera adapté et aura trouvé moyen d'en tirer un profit. Ça, c'est un scénario, et qui est d'ailleurs un petit peu exploré dans le film de Spielberg, Ready Player One. Donc c'est le scénario un peu dystopique, avec l'exploitation de la nature multidimensionnelle et spirituelle de la réalité à des fins coercitives et capitalistes. Ça, c'est le scénario dystopique. Et puis après, il y a un autre scénario, c'est peut-être que d'ici là, on aura vécu une apocalypse, au sens biblique du terme, c'est-à-dire pas une fin du monde, mais la fin d'un monde, avec une révélation, et qui peut-être nous dirigera vers un scénario à la Avatar, avec une planète Pandora, mais avec quelque chose de beaucoup plus en accord avec ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire non pas des humains qui font une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui sont en train de faire une expérience humaine, et avec une notion d'harmonie et de quelque chose de beaucoup plus idéal. Donc voilà à quoi je pense aujourd'hui quand tu me parles de 2096. Je pense plutôt vers une dystopie, mais qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure des nouvelles qu'on nous donne et des actualités. J'ai beaucoup de mal à me prononcer davantage que ça, mais j'ai l'espoir que la renaissance psychédélique et l'acceptation sociale de ces molécules qui sont davantage des médecines que des drogues, voire même des technologies qui ne viennent pas d'ici, qui sait, nous permettra en tant qu'espèce de transcender les biais cognitifs
qui nous caractérisent et qui nous mènent à notre perte. Et ces biais cognitifs, c'est quoi ? C'est la perception de la nature et du vivant comme un ennemi, comme un danger qu'on a objectivé pour servir des endroits humains qui sont traumatiques, plutôt que de grandir dans un écosystème. On a créé un écosystème où l'homme est au sommet d'une pyramide, et je crois qu'on peut transformer ça. Il y a un mème sur Internet qui montre ça, de from égoïsme to écoïsme. Et en fait, le premier graphique de l'égoïsme, c'est une pyramide avec l'homme au sommet qui dirige tout le reste, et l'écoïsme, c'est un cercle avec tout le vivant et l'homme quelque part, de manière complètement anecdotique. Voilà ce que je peux dire sur mon sentiment sur 2096, et peut-être même que les deux coexisteront, puisqu'il y aura peut-être le moyen de s'échapper vers d'autres dimensions, en espérant que le paradigme matérialiste et scientiste est enchâssé dans cette dimension-là. Puisqu'en fait, c'est quoi un paradigme matérialiste ? C'est-à-dire que c'est une idéologie, un paradigme qui ne peut exister que quand on lui voue une forme de loyauté et de croyance. Si tout le monde s'en détourne, plus rien n'existe. Et donc en fait, on est sur un paradigme qui est sur notre plan de la réalité, et comme c'est déjà le cas notamment avec la DMT ou avec l'ayahuasca, il y a la possibilité de transcender cette réalité pour aller vers quelque chose que les utilisateurs décrivent comme beaucoup plus réel que notre réalité, que les bouddhistes, les hindouistes ont déjà décrit comme un empilement, un millefeuille de dimensions. Eh bien, il existe, et la science nous le démontre aussi très récemment, la possibilité de changer de dimension quand on change le branchement de notre cerveau, de nos circuits neuronaux, quand on modifie le mode réseau par défaut, eh bien, on accède à d'autres plans de réalité. Et les études scientifiques nous montrent que le contenu phénoménologique de l'expérience de la DMT, en fait, c'est qu'il existe une réalité supérieure à la nôtre, dont la nôtre n'est qu'une émanation. D'ailleurs, il est intéressant de voir que nous sommes en train de créer des dimensions inférieures avec les métaverses et les jeux vidéo. Il est intéressant de voir que la fonction de ces choses-là, c'est de la distraction. C'est qu'on va pouvoir faire dans ces jeux vidéo ou dans les métaverses quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, c'est de la jouissance. On essaye de fuir cette réalité pour pouvoir jouir d'autre chose, de plus de liberté. Eh bien c'est pareil, peut-être que notre dimension à nous n'est en fait le métaverse que d'une autre. Et en 2096, peut-être qu'on sera tous complètement immergés dans le métaverse, puisque la qualité d'un métaverse ou d'un jeu vidéo est proportionnellement corrélée à sa qualité immersive. Quelque chose est très bon et très intéressant quand c'est complètement immersif, quand on oublie d'où on vient, quand on oublie ses soucis. Eh bien, peut-être que dans 70 ans, en 2096, on sera dans le métaverse et on sera en train de se demander s'il existe une réalité en dehors du métaverse. Des dieux, des créateurs, peut-être des programmeurs informatiques, on ne sait pas, on ne comprend pas, et il existera dans le métaverse un easter egg qui nous permettra de sortir du métaverse. Et bien dans notre métaverse à nous, dans cette réalité, il existe un easter egg qui s'appelle la DMT, qui est cette molécule qui est étudiée aujourd'hui scientifiquement de manière extrêmement sérieuse et qui permet à des gens d'aller rencontrer d'autres entités, d'autres dimensions. On est là, par contre, pour le coup, on n'est pas du tout dans la science-fiction. On est dans quelque chose qui est mesurable et reproductible scientifiquement, qui est en pleine émergence. Plusieurs centaines de milliers de personnes en ont déjà fait l'expérience, et je pense que ça peut vraiment changer la face du monde, qu'une petite molécule peut changer la face du monde. Ce qui est super intéressant, c'est que cette molécule, la DMT, diméthyltryptamine, est un psychédélique endogène. On le produit par notre glande pinéale, nos poumons et peut-être d'autres organes, on ne le sait pas encore, par des exercices de respiration, qu'elle est libérée dans le cerveau au moment du décès, ce qui donne potentiellement, possiblement, les expériences de mort imminente. En tout cas, le contenu phénoménologique d'une expérience de mort imminente est très proche du contenu phénoménologique de la DMT. Et ce qui est très étrange, c'est que absolument tout le vivant, chaque être vivant, contient de la DMT. Les chats, les chiens, les rats, la plante qui est en face de moi, n'importe quel arbre contient de la DMT. On ne comprend pas aujourd'hui le fait qu'il existe une molécule qui est présente absolument partout, qu'on n'a toujours pas compris à quoi elle sert, et par contre, quand on l'ingère, on sort de cette réalité pour rentrer dans une réalité qui est beaucoup plus réelle que la nôtre, qui reboucle, dont la phénoménologie reboucle parfaitement avec les récits religieux et spirituels, et que la science est en train de démontrer. Donc, il est possible que cette molécule change le monde.